Il faut planter des arbres pour sauver le climat. Tout le monde l'a entendu. Tout le monde réalise maintenant aussi que des reboisements d'une seule espèce monospécifique, eh bien, c'est pas si terrible que ça finalement. Moi, j'ai fait planter 400 000 arbres, mais de plus d'une centaine d'espèces différentes. On a été super novateurs avec nos équipes, mais maintenant, je ferai différemment. Savez-vous ce que c'est l'inoculation? Je vais vous parler de ça tout de suite. Le CO2 atmosphérique, c'est du carbone et de l'oxygène. Donc, quand un arbre grandit en absorbant du CO2 dans l'atmosphère, si on apprend ça en biologie, il recrache de l'oxygène. On dit bien que les plantes nous donnent de l'oxygène, ça c'est 2 jours avec la photosynthèse, et en fait il va garder le C du CO2 qui est le carbone. Il va se construire avec du carbone qu'il a capturé dans l'atmosphère et en gros nettoyer notre atmosphère. C'est super. En plus, les arbres sont quand même aussi filtreurs de toutes les poussières et les microparticules qui traînent dans les rues des grandes villes en particulier. Savez-vous qu'un platane va capturer jusqu'à 4 tonnes par an de poussière? Donc, les arbres, bien utiles pour fixer du carbone. C'est pas tout à fait nouveau, mais là, on le fait de plus en plus parce qu'on se dit, il y a vraiment un vrai problème, on le voit, il y a un vrai problème climatique et 20-30% de ce problème pourrait être résolu en plantant plus d'arbres. Il y a des limites sur la planète, mais en tout cas, il y a encore beaucoup d'espace où on peut planter des arbres. Il faut pas tout mélanger, parce que si on plante des arbres et qu'après on en fait du bois de chauffe ou des pellets pour ces chaudières, eh ben ça revient à zéro, puisque le CO2 est remis dans l'atmosphère quand le bois brûle. Mais si on fait du maison avec les bois, ou si on laisse les forêts rester pérennes et continuer à pousser, continuer à vivre toutes seules, eh bien on aura capturé beaucoup de CO2 dans l'atmosphère et permis d'éviter une folie climatique qui se prépare devant nous. Le changement climatique est en cours, on ne l'arrêtera pas, mais on peut éviter que ça devienne pire, bien pire que ce qui est déjà prévu. J'ai eu la chance de côtoyer Jacques Rocher, le fils d'Yves Rocher, qui avait un vrai leadership pour l'environnement. Il l'a toujours. Jacques est le président de la Fondation Yves Rocher. Il a toujours été branché nature. Et quand on a commencé à parler de carbone dans l'atmosphère, de replanter des arbres, Jacques s'est vraiment impliqué dès le début pour dire il faut planter, il faut planter. Et on s'est un petit peu accroché, Jacques et moi, parce que il voulait planter le moins cher possible, pour planter le plus possible, ce qui était tout à fait louable dans son esprit, et dans le mien aussi, du reste. Et ils pouvaient planter en Inde des arbres à 20 centimes d'euros, ils ont planté des millions d'arbres, et c'est super ce qu'a fait la Fondation Yves Rocher pour ça. Maintenant, on se rend compte, plus que les études sont menées, plus que eh bien finalement que la biodiversité est très importante, autant que la croissance des arbres elle-même. Tout ça est un système très complexe parce qu'on se rend compte aussi que c'est dans le sol qu'il y a le plus de biodiversité. Un arbre, il grandit, on voit son tronc, on voit ses branches, on voit ses feuilles, mais il y a aussi tout son système racinaire, donc il va capturer, mais c'est aussi tout ce qui se passe dans la partie supérieure du sol. Les feuilles qui tombent, et là, finalement, tout ça va être du carbone aussi. Et cette partie supérieure du sol est très importante parce qu'elle est aussi très riche en biodiversité. Et si elle est là, c'est elle qui va aussi permettre aux autres arbres de pousser. J'ai travaillé avec d'autres entreprises que j'ai aussi aidé à s'impliquer dans des reboisements. Et je vais vous raconter là la complexité du sol. Je viens de le dire, quand des feuilles tombent sur le sol, ça fait aussi partie de ce carbone qui est capturé, qui est dans cette couche supérieure du sol, qui est très importante, je veux dire, en termes de comptabilité carbone, mais qui est aussi vraiment la vie du sol, la vie des forêts. Elle se passe ici en grande partie, elle se passe dans la canopée, etc. Mais ce sol est très important. J'ai appris avec Chanel une chose fascinante sur le sol,
sur les arbres et leur croissance et sur l'interaction des arbres entre eux. J'avais été accompagner une équipe de Chanel qui allait en Nouvelle-Calédonie. Et ce voyage-là, j'allais le faire pour voir comment était planté leur santal. Le santal qui fait ce parfum fondamental, des grands parfums, cette essence qui vaut très très cher. Un tronc d'arbre de santal, un bois qui n'est pas très gros puisqu'il a une croissance assez lente, il va valoir 2000 € le kilo à un moment donné. C'est très très cher et cet arbre est compliqué. Et en fait, les meilleurs santals, donc d'après les parfumeurs de Chanel, se trouvaient justement sur 2 petites îles qui sont Marais et Lifou au large de la Nouvelle-Calédonie. Quelle chance, je me suis retrouvé à aller sur ces petites îles paradisiaques pour voir comment se passait l'exploitation du santal là-bas. Parce qu'un santal, ça met très longtemps à pousser. Un gros pied qui va être exploitable va avoir 100 ans, peut-être 200 ans. Et il y avait fatalement surexploitation des arbres. Donc Chanel s'était dit, ok, on va planter des arbres. Qu'est-ce qu'on fait pour planter des arbres? On va prendre des graines et puis on va les planter dans le sol. Mais c'est jamais aussi simple que ça. Parfois ça l'est, mais pas toujours. Les graines de santal sont très dures. Il va falloir les griffer en fait, préparer la germination. Sinon elles vont simplement pas pouvoir éclore en quelque sorte. Donc il y a eu déjà des travaux qui ont permis de mettre ça au point, savoir comment on allait en fait préparer les graines elles-mêmes. Ça se fait avec d'autres graines, les graines de baobab par exemple. Si vous voulez qu'elles poussent, il va falloir pratiquement les bouillir. C'est le meilleur moyen de les faire démarrer pour qu'elles fassent leur germination. Donc ces graines de santal, toutes petites, il fallait les griffer, les écorcher sur la surface pour qu'elles commencent à germer. Et les chercheurs ont été contents, ils ont commencé à faire leur pépinière avec ces petites graines qui germaient. Mais en fait, les arbres ne démarraient pas. Ou si, ils démarraient, il y avait une petite croissance, mais dès qu'il était arrivé à 10 cm, le petit arbrisseau mourait tout de suite. Qu'est-ce qui se passait? C'est qu'en fait, ce petit arbre-là est une plante parasite. C'est-à-dire qu'il ne pousse pas tout seul. Il pousse sur un autre arbre qu'il va pomper. Donc s'il se retrouve tout seul dans un joli pot de terre, aussi fertile soit-il, il ne va pas démarrer. Donc, ils ont cherché. Il y a eu des santals aussi en Australie, des plantations de santals qui ont été développées, mais à grande échelle, quasiment monospécifiquement, parce qu'ils ont compris quelle espèce il fallait planter à côté du petit plant de santal qui venait de sortir de sa graine pour que celui-ci puisse pousser et se développer. Mais en fait, ce qui se passait en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il n'y avait pas de grands espaces ouverts, il y a un peu de la forêt partout, et donc les chercheurs ont fait des trouées au sein même de la forêt. Et ça marchait tout seul, les graines poussaient parce qu'il y avait dans le sol les plantes parasites qu'il y avait nécessaires à la croissance des petits santals. Ça, c'était très intéressant parce que ça m'a permis d'expliquer au patron de Chanel à l'époque, vous voyez la complexité de la vie de la forêt. Il faut en prendre soin. Et donc, j'ai réussi à leur faire financer des programmes de conservation de la forêt. En Nouvelle-Calédonie, d'abord, je leur ai dit, mais vous exploitez le santal. En Nouvelle-Calédonie, il y a plein de plantes qui sont endémiques. La Nouvelle-Calédonie, c'est une île qui est très loin des autres. Donc, il y a des espèces qui se sont développées ici, sur ces petites îles elles-mêmes. Donc j'ai réussi à proposer à Chanel de soutenir Noé Conservation, une organisation que je leur ai présentée pour dire Noé était capable de faire un programme de sauvegarde de certaines plantes menacées, des palmiers rares qui existaient sur ces petits îlots et que Chanel s'est impliqué donc à protéger après sur place. Sur Madagascar, où je travaillais à l'époque, où les chercheurs de Chanel venaient travailler avec moi pour trouver des nouveaux actifs naturels, on avait réussi à stopper la déforestation. Mais il nous restait en fait un petit bout de forêt qui existe toujours, donc qui est la fameuse forêt de Vuiman, qui fait 600 hectares de forêt primaire qui reste à l'heure actuelle. Mais Vuiman se trouve au cœur d'un corridor forestier entre les forêts du nord et les forêts du sud, sur la bande la plus riche en biodiversité de Madagascar, qui est celle de l'Est,
qui est une bande qui longe la côte du nord au sud du pays avec ses forêts tropicales humides extrêmement riches en espèces. Donc la forêt de Vuillermoz était isolée. Je m'étais dit, eh bien, il faut qu'on la garde en contact avec le parc national de Mantadi plus au nord et la forêt de Vuilledrazana plus au sud. Comme ça, il va garder une communication, je dis, entre ces différents blocs forestiers parce que c'était assez évident. Vuillermoz abrite des lémuriens, dont le plus grand des lémuriens, l'Indri, qui est un animal extraordinaire. C'est une peluche vivante, mais qui fait jusqu'à 7 kilos et qui bondit d'arbre en arbre, qui descend extrêmement peu souvent au sol. Et donc, s'il y a plus de grands arbres, eh bien, les Indris ne pouvaient plus bouger d'un groupe à l'autre, alors que ce sont des animaux qui ont besoin de se retrouver sur des grands espaces. Donc je m'étais dit, tiens, il faut refaire ce qu'on a appelé des corridors forestiers, il faut replanter des espèces pour que les animaux puissent se retrouver d'un bloc forestier à l'autre. Et là, eh bien, comme on parlait d'animaux, il fallait aussi planter des essences qui allaient servir à ces animaux à se manger. Un Indri va manger plusieurs dizaines d'espèces de plantes pour arriver à grandir, des feuilles de différents arbres. Donc il lui faut plein d'arbres différents pour arriver à se nourrir. Donc on a fait un programme totalement innovant et totalement incroyable, c'est qu'on a travaillé sur plusieurs dizaines, jusqu'à plus que 100 espèces d'arbres qu'on a replantés dans notre corridor forestier. On a fait 400 000 arbres. C'est incroyable, c'était une aventure très excitante d'apprentissage, puisqu'on avait pris le choix, on s'est dit, tiens, on va refaire de la forêt naturelle. Et bien pour ça, la première logique, et vous vous rappelez de mon introduction qui disait, je ferai différemment maintenant, on va en parler, mais la première logique, c'était de se dire, eh bien il faut refaire la diversité de la forêt naturelle autant que faire se peut. C'était pas facile, parce que je vous ai parlé de la graine de santal qui ne va pas germer si on ne va pas l'écorcher, qui ne va pas pousser le petit santal s'il n'est pas accompagné d'un pied-mère qu'il va parasiter. Donc tout ça, quand on se dit on va utiliser une centaine d'espèces, eh ben c'est très compliqué. Par quoi on va faire du bouturage qui va marcher mieux. Donc on coupe une petite bout de branche de l'arbre qu'on va mettre dans un poquet de terre et il va pousser. Parfois c'est les graines qui vont pousser le plus facilement. Mais parfois aussi, il faut faire ce qu'on appelle du marcottage. C'est-à-dire qu'il va falloir faire pousser des racines sur l'arbre lui-même. Et je vais vous donner un exemple précis. On est en train de travailler dessus avec une plante endémique de Madagascar qui fait de l'huile essentielle, qui est Ravensara aromatica. J'ai travaillé depuis 20 ans sur cette espèce avec des grands chercheurs, du CIRAD, on a fait des publications. Cet arbre produit une huile essentielle qui est fascinante, très intéressante, relaxante, plein de propriétés, mais c'est un arbre très grand, de forêt primaire, qui a mis beaucoup de temps à pousser. Et on a travaillé sur des techniques d'exploitation durable, mais c'est très difficile. Et finalement, on s'est dit qu'il fallait qu'on le multiplie aussi pour préserver certains types qui produisent une huile essentielle bien spécifique. Donc, on identifie l'arbre dans la forêt, un individu qui va produire un type d'huile essentielle et on va le multiplier. Au début, on s'est dit on va faire des boutures, parce que comme ça, on a le même arbre qui repousse finalement. Mais en fait, la petite bouture, elle allait démarrer pendant 1 an, 2 ans et après mourir. Et là, il y a un vieux paysan du coin qui nous a dit « Non, mais vous savez, ça c'est comme les litchis. Le litchi, c'est pareil. Pour faire pousser un nouveau litchi en coupant une branche à partir d'un nouvel arbre, eh bien, on va d'abord mettre de la terre qu'on va mettre dans un sachet autour d'une branche. Et là-dedans, l'arbre va faire ses racines lui-même. Mais il va avoir besoin encore de la sève de l'arbre mère, on va dire, pour arriver à grandir. Si on coupe la branche et qu'on la met dans le sol, ça va pas marcher. Donc, bref, très excitant de planifier, de faire un corridor forestier. Géniale idée. On se disait, voilà, Olivier, mais qu'il est visionnaire, il va aider à refaire le corridor. Et en plus, toute cette excitation de montrer qu'on arrivait à faire ça avec plusieurs dizaines d'espèces d'arbres, avec une structuration aussi, puisqu'on allait faire pousser d'abord des arbres à croissance rapide, qui allaient faire l'ombre,
en fait, au-dessus, qui était nécessaire à certaines plantes de forêt. Parce que certaines plantes de forêt, si vous les faites grandir au soleil, ça ne va pas marcher, elles vont être brûlées par le soleil. Donc il fallait trouver d'abord des plantes qui allaient croître assez vite, qui allaient faire une couverture contre le soleil, pour que les autres plus petits, à croissance plus lente, puissent démarrer, etc., etc. Donc des processus très complexes qu'il était très excitant d'étudier. Mais la déforestation a été malheureusement plus rapide. Mon corridor forestier de Wuiman n'a jamais vu le jour parce que tout ce qu'il y avait autour de la réserve a disparu. Donc on est en train de se reposer la question, il va falloir retravailler sur le principe et savoir comment on va refaire ça. On a des idées maintenant, il va falloir travailler beaucoup plus encore avec les communautés locales. Nous on le faisait avec les communautés locales de Wuiman, mais il va falloir encore que ces communautés locales trouvent des intérêts à ces reboisements forestiers, et si on veut faire des corridors, qu'elles trouvent des intérêts à ces corridors forestiers. C'est possible. On le voit, je vous ai parlé de Ravensara aromatica qui produit des huiles essentielles, alors que c'est une plante de forêt primaire. Si on arrive à enrichir ces corridors forestiers avec des espèces utiles, eh bien on le pourra. Et sur Wuiman, eh bien il y a 6 espèces d'arbres qui sont utilisées par l'industrie cosmétique et l'industrie pharmaceutique. Un arbre qui a servi à faire des produits chez Clarins, mais qui servent aussi à étudier les produits contre le cancer. Donc il y a plein de choses qu'on peut valoriser si on fait les choses différemment. Mais encore une fois, là, on va parler d'économie et on va d'abord parler de la magie de l'inoculation. Parce que quand on a fait toutes ces boutures, on s'est rendu compte aussi d'une chose. C'est il y a la complexité de l'arbre. Certains arbres vont avoir besoin d'un parasite, comme certaines orchidées ont besoin d'un tuteur, elles ont besoin d'un arbre, elles vont pas pousser à même le sol. Mais là, il y a aussi dans le sol des champignons, ce qu'on appelle des mycorhizes, qui sont des micro-champignons. Eh bien, figurez-vous que l'arbre, en fait, va avoir besoin de ce champignon qui est dans le sol. Si vous lui donnez un substrat neutre, eh bien, il va pas réussir à démarrer correctement, parce que c'est le petit champignon, en fait, qui va transformer ce qu'il y a dans le sol en nutriments assimilables par arbre. Et ces champignons, ces mycorhizes, eh bien, les chercheurs pensent qu'il y en a parfois une spécifique à un arbre. Vous vous rendez compte? Alors qu'il va y avoir des dizaines et des dizaines d'arbres, il va aussi y avoir des dizaines et des dizaines de champignons qui vont correspondre à chaque arbre et qui vont aider l'arbre à transformer ce qu'il y a dans le sol, donc ces nutriments qui sont présents, en des nutriments assimilables par arbre. Et là, des chercheurs ont travaillé longuement, mais je me souviens, je vais vous donner une anecdote d'un chercheur malgache très pragmatique. À Madagascar, on n'a pas beaucoup de moyens. Identifier quelle est la bonne mycorhize pour quel arbre, c'est du travail de chercheur, mais ça prend beaucoup de temps. Et je me souviens de mon copain Joshua, il m'a dit un jour, alors qu'on commençait à travailler avec des chercheurs, du CIRAD en particulier, pour mettre au point des travaux de recherche qui allaient nous aider à comprendre, quelle mycorhize travailler, quelle mycorhize mettre dans le sol pour favoriser la croissance de tel arbre. Joshua m'a dit, mais tu sais Olivier, il y en a des millions de mycorhizes dans un tas de fumier. Tu prends juste de la terre qui est celle de l'arbre, il y aura les mycorhizes dedans au pied de l'arbre. Eh bien, tu vas mélanger un petit peu et tu vas voir qu'en 15 jours, 3 semaines, tous tes micro-champignons se seront développés dans le sol, lui auront donné sa vraie biodiversité qui va permettre à tous les arbres, à toutes les plantes de croître. Et c'était très simple. Donc, ce que je ferai maintenant, ce serait de se dire, il faut avant tout refaire le sol. À Madagascar en particulier, les sols sont latéritiques, mais c'est la même chose en Nouvelle-Calédonie, c'est la même chose dans plein de pays. C'est-à-dire qu'une fois que la forêt a été coupée, si elle brûle une fois, elle pourra repousser parce qu'il restera toujours de la cendre, un peu de matière organique dans le sol, des graines qui traînent. Mais si on la brûle 2 fois, 3 fois, plus rien ne poussera. Et là, c'est pour ça qu'on fait du reboisement. Mais ce qu'il y aurait à faire pour l'avenir, j'en suis convaincu, si on veut travailler surtout à plus grande échelle, c'est trouver ces fameuses espèces à croissance rapide qu'on utilisait en premier. Et certaines, je me souviens de crotomon, de Harongala madagascariensis, ce sont des noms latins, mais c'est des plantes qu'on avait identifiées qui poussaient assez vite. Certaines qui mouraient au bout de 3-4 ans, mais c'est pas grave. Ça faisait justement ce substrat organique qui était cette couche de feuilles qu'il y a dans les forêts et qui est cette couche de vie de la terre, en fait, de la forêt. Et donc voilà, ce que je pense maintenant, c'est qu'il faut
faire ça avant tout. La première chose qu'il faut faire, c'est régénérer le sol. Et pour régénérer le sol, il faut qu'il y ait de la matière organique. Et donc là, on va faire maintenant planter des arbres qui vont avant tout faire un tapis de feuilles sur le sol. Mais ce tapis de feuilles, pour lui donner vie ou lui redonner vie plus vite, eh ben, on va l'inoculer. On va simplement aller prendre quelques poignées de forêt très riche qu'on ne voit pas, de ce sol qui est très riche en mycorhizes, plein de micro-champignons, plein de micro-organismes, des micro-insectes, etc. Et en le remettant sur ce sol qui aura été refait, eh bien, votre forêt, elle va redémarrer beaucoup, beaucoup plus vite. Voilà, il y a plein de choses qu'on a apprises. Maintenant, on a appris aussi qu'il faut partager. Donc, d'où ces discussions qu'on fait, mais on fait partie aussi d'un groupe qui a été créé par l'IDRI à Madagascar, où toutes les organisations se regroupent pour partager leurs expériences, pour arriver à faire des reboisements beaucoup plus efficaces et plus pertinents en termes de biodiversité. Il faut impliquer les communautés locales, comme je viens de le dire, pour qu'elles soient partie prenante, pour qu'elles ne coupent plus les forêts, pour qu'elles voient un intérêt à ces reboisements. Il faut comprendre la biodiversité pour accélérer les process de régénération des sols, de régénération des forêts elles-mêmes. Donc il y a tout un tas d'éléments qu'on partage maintenant. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'est aussi partager, avec des gens dans les pays du Nord, avec des gens en France, qui soient capables de se dire, tiens, moi je veux participer aussi. Et c'est pour ça qu'on a fait avec Aroma Forest qui fait des huiles essentielles. Pour chaque flacon acheté, on plante un arbre. C'est notre façon de partager et puis aussi d'inviter tous les gens. On a créé un petit écologe communautaire avec les communautés locales de Vuillermann. Ça leur appartient, on les a aidés à faire ça. On les aide encore parce qu'on ne devient pas de chasseurs-cueilleurs, de cultivateurs avec la culture sur Brilly, un gestionnaire d'un écologe du jour au lendemain. Donc on les accompagne encore avec l'ONG L'Homme et l'Environnement. Mais en tout cas, on reçoit là des étudiants français qui vont apprendre ce que c'est que la forêt tropicale, des étudiants malgaches qui vont avoir un cadre de travail sur le terrain. Et tout ça, c'est pour partager. Et on invite aussi les Occidentaux qui veulent venir faire du tourisme à passer. Et à la place de juste leur montrer la beauté des lémuriens et des camions, et Dieu sait qu'ils sont beaux, leur montrer la magnificence des paysages, et Dieu sait qu'ils sont beaux, mais aussi leur montrer le travail que c'est et l'excitation que c'est de voir pousser des arbres, de comprendre un tout petit peu plus comment fonctionne la biodiversité. Donc, on vous invite chacun à devenir acteur. Vous pouvez acheter votre flacon d'huile essentielle Aroma Forest et puis on va planter un arbre pour vous sur place. Vous pouvez venir sur place vous rendre compte comment ça fonctionne. On va compenser le CO2. Il faut arrêter de voyager pour rien, mais il faut garder des liens entre les peuples. Il faut découvrir comment ça se passe de l'autre côté du monde parce que l'atmosphère qu'on a ici en France, c'est la même planète, c'est la même atmosphère qu'on a à Madagascar. Si les forêts brûlent là-bas, parce que les gens sont trop pauvres, ça fera du CO2 dans l'atmosphère qui va faire le changement climatique, qui va faire les catastrophes climatiques qu'on voit en France, qu'on voit partout. On a besoin de partager, partageons.